Oui, je commençais à nous situer par rapport à Hélène Terret. Hélène Terret qu'il faudrait situer par rapport au général de Gaulle aussi. Mais vous connaissez Hélène Terret, donc Afat. Elle était la patronne. Il faut situer Planchet. Oui, non, mais elle a été la patronne de la FAT oui. À la fin de la guerre, et les choses sont montées en puissance progressivement, puisque je réponds peut-être à une question que vous allez pas. C'était le général qui faisait ça. On m'a posé la question tout à l'heure. Oui, Hélène Terret. Je ne sais pas où prendre l'histoire, sa famille. Alors là, bon, non, mais ça sera il faut rapide. résumer. Hein. Oui, parisienne pour l'essentiel, avec une extension dans l'Est, auprès de Belfort. Son père était officier de cavalerie, 3e dragon. Sa mère n'était pas officier de cavalerie. Mais c'était une forte femme. Mais c'était une forte femme. Et son propre père avait été lui-même officier de marine, blessé à Sébastopol, libéré de l'armée parce qu'il était hors service, et entré dans la préfectorale. Donc il avait une double carrière d'officier et de préfet. Donc le grand-père de Mademoiselle Terret. Alors, Hélène Terret est élevée dans un milieu cocardier. La France, les frontières, l'Alsace. En plus, c'est une région frontière. Ouais. Le ballon d'Alsace, point de convergence entre 3 départements, dont l'Alsace devenue allemande. Gravissime dans la famille, bien entendu. Vous n'avez pas le droit de vous réjouir tant que l'Alsace ne sera pas revenue. Ouais. C'est ce qu'elle entendait, petite fille. Bon, voilà. Et alors, on les amenait à la frontière en leur disant ça. Au ballon d'Alsace, là, ouais. Là c'est l'Alsace, la France. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, avant la guerre, elle passe 6 ou 7 ans à la NRF, où elle édite les œuvres de Paul Valéry. Il faut dire que c'est la plus jeune fille de la famille. Oui, elle avait 3 frères et sœurs, elle était la plus jeune, elle avait besoin d'affirmer sa personnalité qui était grande, et bref, elle entre à la NRF où elle édite les œuvres de Paul Valéry. Les œuvres complètes. Elle a donc travaillé auprès de lui pendant longtemps. La guerre arrive. La guerre arrive. Pendant la drôle de guerre, elle entre dans une association qui s'appelait Société de secours aux blessés militaires, SSBM, qui était l'une des facettes de la Croix-Rouge, qui était, parmi d'autres, il y avait 3 associations du même type qui portaient des secours aux blessés, et notamment avec des sections sanitaires automobiles. La voilà au volant d'une ambulance, à faire des navettes vers le nord de la France et de la Belgique, dans le début de la guerre, où c'était une pagaille noire. Bon, et elle en revient saine et sauve. Personne, je ne sais pas comment dire, qui s'appelait Edmé Nicole, avec 2 L, qui était sous l'autorité du gouvernement de Vichy, reçoit une mission pour aller à Londres, essayer d'obtenir la liberté pour les navires neutres de faire escale dans les ports français et anglais et pour apporter des ravitaillements aux
aux réfugiés et aux personnes qui sont dans le dénuement. Bon, mission bizarre, constituée de 2 personnes, Edmé Nicole et Hélène Terré. Hélène Terré était l'adjointe. Edmé Nicole était une vichiste, bon, établie. Les voilà à Londres, les choses ne se passent pas très bien. Edmé Nicole, au bout d'un temps assez court, est expulsée, persona non grata à cause de ses antécédents vichistes. Hélène Terré reste. Toutes les deux, en arrivant, ont été incarcérées, comme c'était de règle. Alors, donc, Nicole est libérée, si j'ose dire, et expulsée. Hélène Terré, à son tour, est libérée, et la voilà, seule à Londres, très atteinte par le séjour en prison, qu'elle ne s'explique pas. Bon, elle fait savoir le plus tôt possible qu'elle veut servir la France libre. Le général de Gaulle n'est pas là, on attend, et au bout de quelques mois, 3 je crois, elle est reçue, et finalement le général l'engage pour prendre le commandement des volontaires françaises, qui commencent à apparaître. Petit nombre au début, et puis, alors, l'histoire elle-même à Londres se passe sous le Blitz, n'est-ce pas, de façon très brutale. Et Hélène Terré rédige, non pas la Constitution, mais, comment ça s'appelle, le règlement de l'unité des volontaires françaises, trouve une caserne, les colle dedans et commence à faire vivre ce groupe de volontaires françaises qui s'étoffe, qui s'étoffe, qui s'étoffe. Bon. Je permets de dire qu'elle était née chef. Oui. C'était un sacré personnage. Oui, dans la famille, on entend dire profession chef. Arrive Alger. On transporte tout ce petit monde à Alger, où Hélène Terré se trouve devant l'obligation, enfin la nécessité, d'agglomérer les volontaires françaises d'Afrique du Nord à celles de Londres, ce qui n'est pas très commode. Bon, la chose se répétera en France, à Paris, lorsque le débarquement aura eu lieu et qu'elle aura une 3e source de recrutement. Bon, alors, donc c'est la FAT est le résultat de cet amalgame entre les volontaires de Londres du début, qui sont les auréoles, puis celle d'Alger, et puis celle de Paris. Donc, je passe rapidement, elle se trouve à Alger, puis à Paris, après le débarquement. Et là, elle donne sa démission. Bon, là voilà. Alors là voilà, à la tête de la FAT, c'est devenu la FAT, arme féminine de l'armée de terre, qui s'étoffe, et à la fin de la guerre, je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais j'ai entendu dire que c'était jusqu'à 15 000 environ, les femmes étant réparties dans toutes les unités. Après l'armistice, il n'y a plus eu besoin de combattants, et rapidement, les femmes ont été démobilisées et retournées dans leur foyer. Que quelques femmes sont restées dans l'armée et alors ont été progressivement assimilées aux hommes pour leur carrière, avec les grades en particulier qui étaient équivalents, les mêmes hommes-femmes. Mais c'est venu beaucoup plus tard, dans les années 70, je crois. Il faut quand même parler de ses amitiés avec des... Elle a rencontré en prison Édith Keller, elles ne se sont plus jamais quittées, et elles ont fini leur vie ensemble, même elles se sont construit une maison à la campagne, etc. Et elle est restée aussi très liée avec 3 ou 4 autres amis, et la maison qu'elles avaient construite à la campagne, là-bas, dans notre village, était destinée à recevoir ce petit groupe d'amis. Elles étaient toutes d'une qualité extraordinaire, je dois dire.
Parmi elles, il y avait 3 juives qui avaient été, et celle qui ne l'était pas était, comment ça s'appelle, pour les juifs, elle a sauvé beaucoup d'enfants juifs. Qui a été... Comment? Juste. Exactement, juste, excusez-moi, j'ai pas oublié. Donc voilà, c'était un petit groupe d'une amitié indéfectible. Oui, oui. Notre village, donc nous nous sommes trouvés spectateurs, étant jeunes, de ce petit monde. Et liés à elle, parce qu'on ne pouvait pas connaître l'une sans l'autre. Il y en avait 2 qui étaient à l'énergie atomique, si j'ai bonne mémoire. Oui. Hein? Oui. 2 étaient à l'énergie atomique. À l'origine de l'énergie atomique, hein, à l'époque. C'était l'origine de la création de l'énergie atomique. Ouais. Elle était très liée avec Maurice Schumann, vous m'avez dit. Oui, ma tante était liée à Maurice Schumann, qu'elle connaissait bien. Dans les anecdotes, un jour, Madame de Gaulle demande à Hélène Terret, j'avais une assistante sociale qui s'est montrée indiscrète, elle a été virée, est-ce que vous n'auriez pas parmi vos anciennes une personne discrète, assistante sociale, qui pourrait me convenir? Alors Mademoiselle Terret, commandant Terret, elle lui répond oui, sûrement. Et elle lui envoie mon épouse. Non, elle me téléphone, elle me dit est-ce que tu veux pas travailler avec Madame de Gaulle? C'est tombé sur la tête que. Et elle me dit si, ça vaut la peine, c'est un travail qui te conviendrait. Bon, très bien. Alors je me suis dit, aller voir Madame de Gaulle, c'est toujours une merveille, je vais y aller. J'ai mis un chapeau et je suis allée voir Madame de Gaulle et à partir de là, nous sommes très bien entendus. J'ai été engagée à l'Élysée, mais à condition d'être discrète. Mais ça a été 4 ans. Alors vous voulez peut-être savoir ce que j'avais à faire. Oui, Madame de Gaulle avait un petit, comment dire, la possibilité d'aider des familles d'enfants qui avaient la même maladie que sa petite fille Anne. Et elle le faisait avec beaucoup de conscience et de réflexion. Et donc, il s'agissait de suivre ces dossiers-là, parce que les gens étaient demandeurs, de faire quelques enquêtes sociales et de décider ce qu'elle voulait donner, etc. Et nous nous rencontrions pour ça. Elle recevait beaucoup de lettres, évidemment, et voilà. Et j'étais chargée de faire le tri, de faire les enquêtes sociales et de faire la liaison avec les directions d'action sanitaire et sociale. Alors, il faut dire que je suis assistante sociale diplômée. J'ai travaillé d'abord à la Shell. J'étais responsable du service social Shell. Et après, je me suis arrêtée de travailler pendant 15 ans. Parce que nous avons eu la chance d'abord de nous rencontrer, puis ensuite d'avoir 3 enfants. Et en plus, Michel a dû se déplacer. Nous avons habité la Belgique et la Turquie. Et puis Paris. Ouais. J'ai trouvé Madame de Gaulle. Voilà. Alors ça a duré 4 ans. 4 ans comment dire? Je ne veux pas du tout appeler ça amitié, mais nous nous sommes très bien entendus. Je suis sûre que je m'étais un peu dit à un moment donné, au fond, alors j'ai toujours aimé un peu rire, enfin je suis un peu joyeuse dans le fond de ma pensée, de mon comportement, et je me disais souvent qu'au fond je la distrais, parce que je trouvais que c'était pas drôle d'être, elle aimait pas être à l'Élysée, hein, et donc elle venait presque tous les jours dans mon bureau, l'après-midi, après le café. Et je trouvais ça formidable. Alors nous, évidemment, on travaillait un peu, mais surtout, on se racontait beaucoup d'histoires. Voilà. Et c'était extrêmement joyeux, détendu, en confiance. Et ça s'est terminé. Et un beau jour, il a fallu plier bagages à toute allure. Et ça a été difficile. Alors, j'ai continué à... J'ai quelques correspondances avec elle. J'ai le regret de ne pas être allé continuer avec elle un petit peu cette relation que j'ose appeler amicale, mais
sympathique comme tout, quand elle était avenue de Breteuil. Mais j'ai trouvé qu'il fallait rester discret. Et je n'y suis pas allée, mais je le regrette. Voilà. Ouais. 1944, nous avons 20 ans. Nous avons 20 ans, donc en 40, nous en avions 16. Nous avons vécu la guerre à Paris, l'occupation, il n'avait rien de réjouissant. Et donc arrive la libération, et la tradition familiale me pousse évidemment à dire il faut que je m'engage. C'était tard, c'était fin 44, je l'ai fait néanmoins, et ne sachant absolument pas vers qui me tourner, je me tourne vers Hélène Terret, qui venait d'Alger et qui connaissait tout le milieu. Je lui ai dit, que me conseilles-tu? Elle me répond, Henri d'Astier de la Vigerie. Vous savez tous, Henri d'Astier, famille de plusieurs frères, dont Henri, qui était à Alger. On disait de lui, le matin il va à la messe, l'après-midi il conspire. Bon. Il constitue avec le général, qui n'était pas général, il était colonel, je crois, Gambier, un groupe de choc, commando de France, et premier bataillon de choc, deuxième bataillon de choc. Et lui, Henri d'Astier, qui ne peut pas faire comme tout le monde, rien faire comme tout le monde, constitue son détachement spécial des commandos de France. Tout ceci dans l'ensemble choc. Bon, et il fait savoir qu'il attend les engagements. Alors, ce sont les déserteurs des autres unités qui, attirés par la lumière, viennent là, auprès d'Henri d'Astier, et c'est dans ce petit groupe que Hélène Terret me dit « Va voir, je vais... » Alors, elle me dit ça à Paris. Et où était-il? Près de Lure, près... Près de Belfort? Vesoul. Lure. Bon. Et il était là, en pleine campagne, à la Longine, exactement, avec son petit groupe. Et je prends mon vélo, je pars de Paris, parce qu'il n'y avait pas de train, et je vais à la Longine présenter Henri d'Astier, qui m'engage. J'avais une lettre de Hélène Terret, alors il a rigolé en me voyant, et il m'a dit, on me les envoie au berceau maintenant. J'étais totalement ignorant, bleu, plus que bleu. Bon, et j'ai eu la chance d'entrer dans ce groupe. Et tu sortais de l'école des travaux publics? J'étais, à l'époque, j'étais encore à l'école des travaux publics. J'avais fait 1 an de spécial avant de m'engager, et j'ai terminé l'école après. Donc cette faille-là, je me suis trouvé près de Lure, mission de ce commando classique chez les commandos, mission d'infiltration dans les lignes ennemies pour recueillir des renseignements. Nous étions tout un groupe de jeunes. Ce commando était formé de garçons qui venaient de tous horizons, sociaux et géographiques de France. C'était tout à fait rigolo, il faut le dire. Il y avait des garçons de la haute et il y avait des petits voyous. Mais ça ne fait rien. Tout ceci, bien amalgamé, formait un groupe efficace. Groupe, mais on nous envoyait aussi individuellement, absolument seuls, à travers les lignes pour aller chercher des renseignements. Le hasard a voulu que je fusse envoyé exactement dans le village dont nous parlions tout à l'heure. De la famille. Notre village, et c'est là que je me suis trouvé en mission incroyable. Commode, parce que je connaissais des gens qui pouvaient rabattre des renseignements sur ce qui nous intéressait, c'est-à-dire les positions des Allemands, les états-majors, les troupes, les nids de mitrailleuses et tout le bazar. Il y a eu le débarquement en Méditerranée. En Provence, l'armée
de Lattre est parti à toute vitesse en remontant la vallée du Rhône, puis la vallée de la Saône, et tellement vite qu'ils se sont trouvés dans la région de Lure, à court de munitions, d'essence, de carburant, à court de tout. Stop. Un front s'est établi, et le front s'est établi dans notre vallée. Et le village était allemand? Manque de chance. Alors, la vallée était aux mains des Allemands, la vallée suivante aux mains des Français. Et entre les deux, il y a eu une crête qui était disputée. Plancher bas. C'est un village historique. Un plancher, comme le plancher, trait d'union. Alors, j'ai fait une demi-douzaine de missions à ce moment-là, passant dans les lignes, je ne sais pas comment il faut dire, dans les lignes allemandes, en essayant de ne pas me faire prendre, en essayant de ne pas me faire prendre par les mines qui étaient partout. Et je suis revenu, Dieu merci, de ces missions en bonne santé. Il a eu un ange gardien formidable. Ah oui, ouais. Oui. C'est évident, hein, parce que je peux citer les coins, les moments où j'aurais dû disparaître. J'ai mis le pied sur une mine, une qui a sauté, mais qui n'a pas explosé. Enfin bref, plusieurs exemples de ce genre montrent qu'il y a eu un très peu de choses. Non, très peu. Tu as appris à tenir un fusil quand même. Enfin, une connaissance du terrain, une habitude de courir les bois, hein, jeune, et des fois, comment dire, jeune, on ne mesure pas les risques. Et il faut dire qu'une fois que le premier pas est franchi, les autres s'enchaînent. De Lattre. Et donc après, vous poursuivez avec de Lattre? Après, oui. Dans la poche de Colmar. Après, ça a été la ruée vers l'Alsace, et en particulier Colmar, la poche de Colmar. Alors, on nous a mis dans des camions, ce qui n'était pas tellement notre truc, et on nous a mis en position autour de Colmar, où il y avait beaucoup de troupes américaines et françaises. À mon niveau, zéro, bien entendu. Moi, j'étais sans grade. J'ai fini caporal-chef, quand même, s'il vous plaît. Mais je n'avais aucune perception de l'ensemble. De l'ensemble, même du premier degré. Non, nous étions engagés ponctuellement. Alors, le dernier engagement, ça a été dans un village qui était aux mains des Allemands. Qui s'appelait ? Il fallait reprendre. Il s'appelle, vous voulez le nom ? Durenenzen, excusez-moi, D-U-R-E-N, Durenenzen, T-Z-E-N. Bon, petit village. Nous avons été envoyés comme de l'infanterie de base, et nous nous sommes fait décimer, et notre unité a été ratatinée. Voilà, j'ai été personnellement du lot, du nombre, ce qui m'a permis de faire une autre expérience dans la neige. Il faisait froid. Dans la neige, tout le monde à plat d'eau. C'était en janvier, fin janvier, 31 janvier. 31 janvier 45 cette fois, ramassé après le combat par les Allemands, transporté dans un poste de soins où il y avait d'un côté une dizaine d'Allemands dans la paille
et de l'autre, une dizaine de Français dans la paille, et au milieu, 2 médecins militaires qui allaient de l'un à l'autre distribuer les premiers soins. À un moment, à côté de moi, mon lieutenant, qui était blessé, et à un moment, j'entends les 2 des Allemands, des soldats, qui parlent entre eux et qui disent « On va partir, qu'est-ce qu'on fait des Français ?» Alors, ils discutent, et puis ils disent « On les emmène ». Je rencontre le lieutenant me dit « Je répète ces paroles, tu te démerdes comme tu veux, il faut qu'on reste. » Bon, je rappelle l'Allemand et je lui dis pas la même chose, mais je lui dis vous avez l'intention de nous emmener, mais vous allez vous embêter, vous allez avoir des difficultés, laissez-nous là. Il y a un paysan dans la cave, il y avait du vin, et laissez-nous. Alors ils réfléchissent et disent on vous laisse. Dieu merci, et grâce aux armées américaines et françaises, ce Colmar a été évacué. Les Allemands sont repartis de l'autre côté, les troupes françaises et américaines et leurs trousses, et pas nous. Nous, les blessés, sommes restés évidemment à l'hôpital. Un jour, nous avons une mission, nous. Il y avait des filles avec nous, pas beaucoup, 2 ou 3. Et on nous donne comme mission d'aller à tel endroit, qui n'est pas très loin de Plancher-Bas, 15 km, empêcher les Allemands de faire sauter un bombe, qui n'est pas très important. Bon, comment? Évidemment pas nous. Il fallait toucher les forces françaises de l'intérieur qui étaient là pour les conduire à saboter l'action des Allemands. Je choisis d'aller franco sur la route, plutôt que de me cacher, ce qui nous aurait rendu beaucoup plus suspects. Là, sur la route, j'étais avec la fille en question, et nous marchions, c'est pas très suspect, un couple. Et nous marchons, évidemment, nous rencontrons un groupe de soldats allemands qui battaient en retraite, éreintés, fourbus, et l'officier m'interpelle en très bon français. « Où est-ce que vous allez ?» Je lui dis « Je vais au village à côté, ma grand-mère est là, je dois la secourir. » « Faites demi-tour, retournez chez vous. » Bon. Le risque était finalement celui-là. Alors si c'était avisé de me questionner, j'aurais été beaucoup plus embarrassé. Il y avait des filles dans le commando. Des soldats. Des soldats, comme nous. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que je puisse en parler. Il y en a une, je crois, qui a été tuée. Je cherche son nom. Hans. Elle s'appelait Hans, Alsacienne, Hans, et de son prénom, Paulette. Paulette Hans. Une fille comme ça. Et celle qui est venue avec moi pour faire cette petite mission, enfin cette mission avortée, est revenue vivante, comme moi, de cette équipée. Dans mon village, habitait un groupe de 3 religieuses, des dominicaines des campagnes, qui étaient là depuis longtemps et qui nous connaissaient et qui m'avaient connu gamin. Et tout naturellement, je me suis adressé à elle quand je suis arrivé pour lui demander des tuyaux. Et elle avait tout ce qu'il fallait parce qu'elle passait son temps sur son vélo à secourir les gens à droite, à gauche, et elle connaissait tout des Allemands. Elle était pour moi l'agent idéal. C'est un exemple. L'instituteur aussi, le médecin aussi. Et dans la vallée, il y a eu beaucoup de victimes, parce que c'était bombardé très régulièrement. Mais encore une fois, tout ça, c'est un épisode. Oui, c'est microscopique. Oui. C'est mon expérience. C'est microscopique. Oui. Et l'intérêt, si, et l'intérêt était à Paris, au ministère de la Guerre à ce moment-là, et elle est venue nous rejoindre parce qu'elle voulait voir sa mère qui était dans le village.
dans le village se trouvaient ma grand-mère, sa mère et mes sœurs. Et mademoiselle Terré, et que le commandant Terré, à Paris, voulait absolument voir sa mère. Alors, elle s'est déguisée en civile, et elle est passée dans la vallée, elle l'a cherchée, elle est tombée sur nous, un camarade, et elle a pu rétablir le contact. Elle était perdue, elle a établi le contact avec nous, et donc Hélène Terré s'est trouvée, en même temps que nous, que moi-même, dans ce fourbi-là, secret. Et c'est moi qui l'ai rapatrié d'ailleurs, en revenant en fin de mission, en fin d'une des missions. Après la libération, eh bien, elle a liquidé les meubles. Elle a donné sa démission. Non, elle n'a pas donné sa démission, en 1947. Donc, elle a d'abord... alors, la FAT a été éclatée en sous-unités qui ont été envoyées en appoint à la frontière pour recevoir les blessés et les déportés qui revenaient. Bon. Et puis, il n'y avait plus le besoin de toutes ces unités, donc elles ont été libérées, démobilisées, et l'unité a été dissoute. Et elle-même a été libérée en 1947. Alors, son amie Edith Keller avait je ne sais quelle fonction à l'ambassade des États-Unis. Elle était américaine d'origine. Elle était juive d'Europe centrale, oui. Émigrée aux États-Unis, oui. Et de nationalité américaine. De personnalité américaine. Et elle a trouvé un job à Linette, à Hélène Terré, et qui s'est occupée de faire des missions de rassemblement entre les femmes américaines et les femmes françaises. C'était la grande idée de les faire se connaître au plan culturel, etc. Alors elle avait tout un album, que je n'ai pas gardé d'ailleurs, où elle a organisé des voyages pour un groupe de femmes américaines intéressées par la France, et vice-versa, elle est allée aux États-Unis. Elle était bilingue, il faut dire. Hélène Terré parlait très très bien anglais. Très amusant, c'est qu'elle était à l'ambassade des États-Unis quand moi j'étais à l'Élysée, et nous nous retrouvions pour déjeuner dans la rue qui est à côté, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Du Cirque. Et c'était dans la rue du Cirque, et c'était l'époque où elles construisaient leur maison. Elles avaient décidé, Hélène Terré avait des terrains à plancher bas, par héritage, et elles avaient décidé de construire une maison, justement pour leurs amis, etc. Et j'ai assisté à toutes les discussions sur les plans de la maison, etc. Et il se trouve qu'après, à sa mort, Hélène Terré a légué sa maison à Michel, et nous l'avons habitée pendant 15 ans. Individuellement, chaque soldat était envoyé en mission seul, déposé par une jeep sur la crête où il y avait des Français, qui avaient astucieusement mis quelques mines devant, qui m'a un jour joué le tour de fuser devant moi, mais elle ne m'a pas fait de mal. Et nous passions seuls, à travers bois, et nous faisions notre mission seuls, nous revenions seuls, et nous rendions compte à notre officier directement. Et une fois seulement, j'ai rencontré un de mes camarades, mais je n'étais pas au courant de sa mission. Nous étions séparés. Mais quand tu étais avec Antoine, oui. Vous dormiez ensemble? Nous avons dormi ensemble dans le lit de l'instituteur de Champagné, oui. Parce que l'instituteur avait très peur et il dormait à la cave. Moyennant quoi, le lit confortable était libre. Henri d'Astier, c'était un seigneur. C'était un seigneur. Henri d'Astier, c'était un seigneur, un séducteur en même temps. Il devait séduire les femmes, c'est pas possible autrement. Il était bel homme.
il avait vécu la guerre de 14. Et il était déjà décoré de la guerre de 14 quand il était là à Alger pour fomenter ses coups. Henri d'Astier était un homme souriant, affable. Il n'empêche qu'il a, je crois, pratiquement armé Bonnier-la-Chapelle pour exécuter Darlan. Hein, je crois qu'il a été l'un le moteur de l'assassinat de Darlan. Était par ailleurs un homme d'un commerce agréable, mais c'était un chef. Et ces hommes l'adoraient. Oui. Un commandant, un chef, hein, et qui menait ses hommes avec, pas aveuglement, mais ces hommes l'adoraient. Et il se vendait au plus offrant, si j'ose dire. Enfin, il mettait ses services aux ordres de qui de droit. Mais il était officier, c'était pas un pirate, c'était pas un pirate, c'était un corsaire. C'était pas un corsaire. C'était pas un corsaire. Oui, c'était un corsaire. Il rendait compte à De Lattre, bien sûr. Enfin, tant que j'étais pendant ma période d'incorporation dont j'ai parlé, il y a eu des combats durs, mais très ponctuels, chaque fois très ponctuels. Et notre commando a été engagé une fois, par exemple, dans un appui à des troupes qui étaient déjà embusquées et qui ont dégagé les Allemands. Mais c'était des coups, pas des grands combats. Nous partons en appui dans la vallée de la Moselle. De l'autre côté, nous étions côté Saône, et là, côté Moselle, il y avait des Allemands aussi, avec des accrochages durs. Nous y allons, j'étais un bleu, je fournissais les balles, les bandes de balles aux mitrailleurs près duquel je me trouvais. Mon horizon, c'était la bande de balles, c'est tout. C'était mon horizon. Bon, quand le combat se termine, nous partons et nous nous retrouvons tous regroupés, sauf un. Nous avions perdu un homme. Qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher ou quoi? Et nous en étions là quand nous apercevons au loin une silhouette. Nous ne voyons pas très bien ce que c'est. Et petit à petit, l'homme venait vers nous et il poussait une brouette devant lui. C'était notre homme. Et dans la brouette, il y avait un fusil mitrailleur allemand et un fusil allemand. Il était passé devant le poste de garde allemand après le combat, et les Allemands s'étaient réfugiés dans leur poste pour se réchauffer. Lui, il passe par là, voit les armes, la brouette. Il faut dire qu'il était marseillais. Il charge les armes sur la brouette et il rentre. Le sourire. Bon. C'était une armée qui était militaire et qui faisait son boulot et qui était en retraite. Elle était en retraite, il était en retraite. Et ceux que nous avons rencontrés, c'est-à-dire dans notre vallée, on les voyait bien, mais ils étaient installés, ils faisaient leur boulot. Et ils n'étaient pas paniqués du tout. Ils étaient désagréables, bien entendu. Ils vivaient sur le pays, ils prenaient les vaches, ils prenaient les cochons. Les maisons. Mais ils ne s'en prenaient pas aux personnes. Je les ai rencontrés quand j'ai été blessé, là, comme je vous l'ai dit, très correct. Hein, correct en ce sens que j'ai été ramassé par un garçon qui était comme moi. Hein, nous étions, finalement, je parle allemand. Tout de suite, j'ai parlé allemand. Alors, un contact s'établit et on est à l'égalité. Bon.
Donc ils n'étaient pas sauvages du tout. Ils n'étaient pas non plus paniqués. Ils faisaient leur boulot. Ils étaient en retraite. Et ils partaient. Ah, il n'y en a pas eu. C'est au nord qu'il y en a eu. Hein? Les Ardennes. Rundstedt. Dans les Ardennes. Mais là, rien. Rien. Non, ils partaient. Ils partaient et ils pillaient bagages. Bon. Mais, paradoxalement, personnellement, je n'ai pas eu de combat meurtrier face à face, non. Comme je vous l'ai dit, j'avais eu un autre job, et le tout dernier, c'est mal terminé, mais bon, classique. L'hôpital d'abord, hein, d'abord le poste de secours de l'unité, où je me suis retrouvé avec mon médecin militaire s'embrassant. Bon, ensuite, Sainte-Marie-aux-Mines, de l'autre côté des Vosges, côté lorrain, puis Lyon, par train sanitaire. Alors là, on rigolait un peu. Mais oui, nous étions jeunes, nous n'étions pas abattus, au contraire, et nous pensions comment est-ce qu'on va y retourner. En fait, c'est des illusions. Et puis à Paris, encore hôpital. Quand est-ce que tu as été démobilisé? Et puis j'ai été démobilisé. Alors, quand j'ai été remis d'aplomb, j'ai fait ma 2e année d'école. J'ai été diplômé, bien sûr. Et bien sûr. Je suis sorti premier. Ben voilà, bon, et j'ai été démobilisé à peu près à cette époque-là, dans l'ultime année d'école. Bon, entre-temps, j'étais toujours sous les drapeaux, engagé pour la durée de la guerre. Je ne me rappelle plus la date de ma démobilisation, mais pour moi, c'était une date comme une autre. La vie avait repris.